Chers et chers collègues, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette leçon inaugurale de la professeure Sophie Pautet à l'occasion de sa promotion à l'ordinariat à la faculté de médecine. Les voies des calendriers académiques sont impénétrables. Et donc, je ne sais pas si c'est un hasard, hein, si cette leçon inaugurale a lieu quelques jours après Halloween, hein, après la Toussaint et après la fête des morts. C'est une période propice aux réflexions sur la place de la mort dans notre société, sur la disparition de certaines croyances et certains rites qui y sont liés, et surtout sur les promesses de la médecine et des technologies pour tenter de la vaincre. Alors, qui de mieux que Sophie Pautet pour remettre l'église au milieu du village, si j'ose dire, et nous aider à réfléchir à cette relation entre la mort et la médecine. Sophie Pautet effectue ses études et son doctorat en médecine à Genève. Elle débute sa carrière en tant que médecin interne au département de gériatrie des hôpitaux universitaires de Genève et il devient chef de clinique et médecin responsable d'équipe en 1999. Elle intègre l'équipe mobile Antalgie et soins palliatifs en 2002 et est promue médecin adjointe au service de médecine palliative en 2007. Elle rejoint ensuite le département de médecine communautaire de premier recours et des urgences en 2012, où elle est nommée responsable de l'unité de gériatrie et des soins palliatifs communautaires. En 2019, la professeure Pautet est désignée médecin-chef du service de médecine palliative au département de réadaptation et gériatrie. Son travail a conduit à une réorganisation intégrale du service qui représente aujourd'hui le plus grand centre de soins palliatifs en Suisse. En 2025, elle est nommée à la tête du département de réadaptation et de gériatrie des hôpitaux universitaires de Genève. Mais en plus de ses fonctions cliniques, la professeure Pautet devient priva-docente à l'Université de Genève, où elle est nommée ensuite professeure associée et, cette année, professeure ordinaire. Sur le plan de la recherche, elle travaille essentiellement à l'évaluation des symptômes chez les patients et les patientes âgées et sur la communication entre soignantes, soignants et personnes malades, en particulier en ce qui concerne l'anticipation des soins, ainsi que l'intégration des soins palliatifs dans les autres spécialités. Elle a publié plus de 150 articles dans des revues médicales et scientifiques et fait partie du comité directeur du programme national de recherche sur la fin de vie. Elle est par ailleurs très active dans l'enseignement pré- et post-gradué et porte un intérêt particulier à l'interprofessionnalité. Sophie Pautet est la coprésidente du groupe de soins palliatifs de l'European Union Geriatric Medicine Society, EUGMS, depuis 2016, et du groupe de référence personnes âgées de la European Association for Palliative Care. Elle a notamment été récompensée par de nombreux prix, et notamment le Victor Award dans la catégorie Performance médicale exceptionnelle en 2023, une distinction qui récompense des personnalités exceptionnelles du secteur suisse de la santé. Sophie, avec un palmarès pareil, tu ne peux que nous éblouir et nous réjouissons de t'entendre. The floor is yours. Monsieur le doyen, cher Antoine, chers amis, chers collègues, chères familles, je suis extrêmement honorée aujourd'hui de pouvoir mener cette leçon inaugurale. Ceci va être mon plan d'aujourd'hui. Essayer de répondre finalement, est-ce que vraiment il y a quelque chose qui est inéluctable dans notre vie privée, professionnelle? Dire quelques mots par rapport aux enjeux des soins palliatifs qui nous attendent pour les prochaines années. Et puis ensuite, j'essaierai d'être un peu concrète finalement, d'essayer de montrer finalement concrètement, nous, médecins, mais aussi professionnels et aussi finalement population, qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour pouvoir continuer sur ces enjeux de soins palliatifs. Alors, commençons par l'inéluctable. Et ça, comme le professeur Geisbühler vient de le dire, les progrès médicaux des 30 dernières années, peut-être plus, ont repoussé finalement les limites du possible. On a toujours l'impression qu'on peut faire plus, mais aussi c'est vrai
que nous pouvons traiter, guérir, stabiliser de plus en plus de maladies, mais en fait, au jour d'aujourd'hui, pas celle de la condition humaine. Celle-ci reste. J'ai mis ici le dessin que nous montrons dans les Medical Humanities aux étudiants de médecine quand on leur parle finalement du comment se situe le médecin par rapport à une situation de fin de vie ou de mort. Et bien sûr, il y a plusieurs dessins, mais j'ai volontairement choisi celui-ci de cette toute-puissance que peut-être on a tous ressenti à un moment ou à un autre, peut-être quelquefois au début de nos études ou pendant notre vie professionnelle, que nous serons capables de sauver des vies. Mais il faut nuancer ceci bien sûr par rapport à nous, médecins, et bien savoir que finalement, on sait que, je crois que presque dans toutes les spécialités de la médecine, nous avons des limites, des moments où il faut savoir s'arrêter, savoir se questionner. Et j'ai repris cette phrase de Paul Ricoeur: tout pouvoir qui ne s'accompagne pas d'un savoir des limites devient violence. Et ça, c'est vraiment tout l'art finalement de notre métier, d'arriver à trouver à quel moment il faut s'arrêter. Mais aussi ceux qui travaillent au quotidien avec les patients savent que quelquefois dans la population aussi, nous pensons que nous n'avons pas de limite, que la médecine n'a pas de limite et que nous allons rester immortels. Et j'ai repris cette phrase d'Albert Camus: l'homme moderne est celui qui croit qu'il n'est plus mortel. Mais c'est peut-être pas le cas. Et donc, qu'est-ce qui est inéluctable? La première chose qui est inéluctable, c'est le vieillissement. Le vieillissement, vous connaissez tous ces courbes d'espérance de vie à la naissance, finalement, qui continuent, encore même stabilisant peu, à monter. Et finalement, vous voyez que l'espérance de vie pour les femmes à l'heure actuelle en Suisse est presque à 86 ans et 82 ans aujourd'hui pour les hommes. Mais même si cette espérance de vie augmente, finalement, nous vieillissons. Nous avons tous notre propre façon de voir finalement le vieillissement. Tout dépend de où on se situe et comment, dans quel métier on est, dans quelle profession on est. On peut regarder finalement au niveau de l'ADN, de se dire, tiens, il y a des modifications avec l'âge. On peut regarder finalement nos différents organes et puis finalement, on se rend compte qu'il y a, avec l'avance en âge, certains organes qui fonctionnent moins bien. On peut aussi perdre une partie de notre fonctionnalité, finalement se rendre compte que on ne marche par exemple pas aussi bien ou bien que certaines activités de la vie quotidienne ne deviennent plus aussi faciles que d'autres. Mais finalement, nous sommes tous capables de trouver un certain nombre de parades, de façons finalement de ne pas vieillir trop rapidement, de pouvoir garder notre fonctionnalité et d'imaginer que nos organes ne vieillissent pas. Mais c'est quand même quelque chose d'inéluctable qui nous appartient à tous. L'autre chose qui est aussi inéluctable, même si on essaye bien sûr de la repousser le plus longtemps possible, c'est l'apparition quelquefois d'une maladie aiguë, fulgurante, mais aussi d'une maladie chronique. Et bien sûr que finalement, pour tous espérer que nous allons pouvoir vieillir, tout chacun a sa vision de l'âge, mais en tout cas qu'on aimerait pouvoir vieillir en bonne santé. Et il y a quelques trous dans la statistique, mais on voit quand même que ces nombres d'années augmentent et que l'espérance de vie en bonne santé, elle devient, même si ce n'est pas du tout aussi long que notre longévité, que c'est quand même quelque chose qui augmente. Néanmoins, finalement, quand on avance en âge, on a un certain nombre de maladies qui surviennent. De maladies, bien sûr, pas toutes avec un pronostic fatal. Il y a tout un certain nombre de maladies qu'on arrive très bien à stabiliser et que finalement, avec un traitement, une surveillance, on ne se rend pas compte que nous sommes malades. Mais il y a d'autres maladies qui ont d'autres impacts sur la fonctionnalité ou sur les organes, par exemple.
Le point, c'est que finalement, quand on s'intéresse à la population âgée, aux patients âgés, nous devons finalement composer avec des personnes, des patients qui n'ont pas une maladie, mais suivant beaucoup de maladies surajoutées les unes aux autres. Et vous voyez que 82% des patients de plus de 85 ans sont des sujets polymorbides et que la morbidité à cet âge est 3,62 et encore, ça me semble presque faible. C'est un article que j'ai retrouvé d'Arnaud Perrier, qui s'excuse pour aujourd'hui, qui avait publié ça dans la revue médicale suisse quelques années en arrière. Donc, voilà, on peut toujours espérer qu'on va vieillir le plus longtemps possible et puis qu'on n'aura pas de maladie, mais la majorité des décès en Suisse se passent suite à une ou plusieurs maladies qui surviennent après plusieurs mois ou plusieurs années. Et puis la dernière chose, bien sûr, à laquelle on ne pense pas, qui concerne toujours les autres, ça n'est pas à moi que ça va arriver, c'est la question de la mort qui effectivement est un sujet qui a été pas mal repris dans les journaux ces derniers jours. J'ai lu avec attention l'article de Bertrand Kiffer ce week-end. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous touche pas trop, mais où on peut faire tous les graphiques qu'on veut, ça va tous nous arriver un jour. J'ai conjugué ça, moi, toi, il, nous, vous, il. C'est quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui est inéluctable. Ceci signifie que finalement, dans notre position de médecin, mais aussi de personne, nous devons finalement adapter notre position, notre savoir, notre posture à ceci. Et dans ce cadre-là, j'ai bien aimé cette phrase d'Ambroise Paré qui date déjà de siècles en arrière, que finalement, à l'époque, il n'y avait pas du tout tous les moyens à disposition que nous avons aujourd'hui, que finalement, guérir parfois, et c'est vrai, heureusement, il y a un certain nombre de maladies que nous pouvons guérir, soulager souvent, et ça, je crois que bien sûr que pour m'occuper de la médecine palliative depuis des années, c'est notre objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que les patients soient le plus soulagés possible. Et puis surtout aussi accompagner toujours, et ça je crois que c'est aussi un point important, c'est que nous sommes présents auprès de nos patients au quotidien. Ceci m'amène à la deuxième partie qui concerne cette fois les enjeux. Je les ai déjà présentés à plusieurs reprises, mais je vous permets quand même de les remontrer quelques minutes aujourd'hui. Le premier enjeu, c'est bien sûr ce que vous avez déjà tous vu, c'est cette pyramide des âges qui change finalement de forme, se modifie, avec finalement ces baby boomers qui deviennent des papy boomers en ce moment dans ces années actuelles, et donc qui montrent finalement qu'ils vont décéder dans les 20-30 prochaines années. Et celle-ci montre bien l'augmentation du nombre de patients auxquels nous allons devoir faire face au cours des prochaines années. Il y a surtout des patients âgés, 80 ans et plus. Et donc, ce qui est le message, bien sûr, et l'enjeu, c'est bien sûr que nous allons devoir tous nous occuper, quand je dis tous, c'est en tout cas les professionnels de la santé, mais aussi la population, finalement, de ces personnes. Parce que si on prend juste les personnes de la médecine palliative, je regarde mes collègues du service devant aujourd'hui, on ne va pas y arriver. On aura besoin de tous, de toute la créativité et de toutes les possibilités pour prendre en charge les Madame Daisy, que vous connaissez bien. Plusieurs personnes m'ont demandé aujourd'hui, alors, que vas-tu faire avec Madame Daisy aujourd'hui ? Je l'ai juste mise là et j'en parlerai pas plus parce qu'il fallait que je fasse quelque chose d'un petit peu différent. Mais ça change pas que je suis extrêmement préoccupée comment nous allons pouvoir prendre en charge toutes les Madame Daisy pour les prochaines années. L'autre point qui est bien sûr particulièrement important et un des défis
qui nous attend, c'est que bien sûr que quand on parle de médecine palliative ou de mort, ben, on pense beaucoup au cancer, on est extrêmement attentif au dépistage, d'être sûr que nous n'allons pas mourir d'un cancer. Mais quand on s'intéresse à ma fameuse Madame Daisy qui a 85 ans et plus, et aux autres patients, ben, on se rend compte que finalement, les maladies cardiovasculaires sont au premier plan. Et ceci est un enjeu parce que, un, c'est beaucoup de patients. Deux, ben, il va falloir quand même qu'on puisse adapter notre façon de travailler, qu'on puisse peut-être donner des messages différents, qu'on puisse adapter les traitements, etc., à ces patients. La deuxième cause, vous voyez qu'elle est plutôt petite, ce sont les cancers qu'on retrouve ici, en rose. Et puis, on retrouve aussi les maladies respiratoires. Et je salue la présence de mes collègues du service de pneumologie parce que là, je crois qu'on a aussi vraiment énormément de travail ensemble. Et puis, l'autre enjeu qui nous attend, eh ben, c'est bien sûr la démence. Et je salue mes collègues du département de réadaptation et gériatrie parce que ben, il va falloir qu'on trouve finalement, qu'on s'adapte aussi pour pouvoir prendre en charge ces patients qui ont des troubles cognitifs. Et ça, c'est aussi clairement un enjeu. Il faut qu'on puisse développer de nouvelles compétences pour prendre en charge ces maladies. L'autre point qui est important, sur lequel on doit travailler, et je remercie aussi la présence de Palliative Genève ici aujourd'hui, c'est finalement qu'on doit encore travailler sur la vulgarisation des soins palliatifs. Antoine, tu parlais finalement de la mort et finalement du lien qu'on a avec, mais c'est pas que ça, c'est aussi finalement comment est-ce que je me positionne, comment est-ce que je soutiens une personne autour de moi qui a une maladie grave. Quelles sont finalement les prestations auxquelles celle-ci aura droit, peut-être assez tôt, et j'espère, dans l'évolution de sa maladie. Et on le sait bien, et on a beaucoup de questions qui avaient été posées à la population il y a de nombreuses années en arrière, finalement, sur leur connaissance par rapport aux soins palliatifs, et on sait que les connaissances sont plutôt assez basses. Aussi sur le fait que beaucoup de personnes n'aiment pas trop ce mot de soins palliatifs et demandent finalement à ce qu'on puisse trouver un autre mot, mais en même temps, ça reste quand même le cœur de notre métier. Mais en même temps, ce qui rassure quand même, c'est que finalement, quand on demande à la population comment est-ce qu'ils ont trouvé finalement la fin de vie d'un proche à un moment donné, on voit que finalement, il la cote beaucoup plus haut quand les soins palliatifs ont été intégrés. Donc, on ne veut pas trop en parler, on ne veut pas trop en entendre parler, mais finalement, quand ils sont là et ils s'occupent de nos proches, ben, trouve ça plutôt positif. Donc, nous devons continuer à travailler sur des journées cantonales. Je regrette que ça fait plusieurs années que devant sur le parvis de l'hôpital de la Rotonde, on n'a plus ces grandes affiches lors de la journée mondiale. Mais ça fait rien. On doit continuer à vulgariser, à se faire connaître. Et le travail de Palliative Genève, Palliative CH est extrêmement important. Le dernier point qui est extrêmement important, c'est que vu le nombre de patients, c'est bien sûr pas l'hôpital qui va s'occuper de tous ces patients. Ce sont en partie les maisons de retraite, EMS, et je remercie les collègues des EMS qui sont là aujourd'hui, on sait que la majorité des décès à Genève ont lieu en maison de retraite. Mais on voit aussi, et ça c'est une autre partie de ce fameux sondage, que finalement 64% de la population suisse à qui on demande où est-ce qu'elle souhaiterait terminer ses jours, souhaite terminer ses jours à la maison. Et que ça demande aussi qu'on puisse adapter notre système de santé pour être capable de prendre en charge les patients le mieux possible. Et là, je crois qu'il y a encore énormément de choses à faire. Énormément de choses à faire aussi parce que j'ai montré ce graphique il y a plusieurs fois, mais ça reste quand même une préoccupation importante pour beaucoup d'entre nous
qui sont finalement les transferts et retransferts de nos patients. Et ça, c'est un travail suisse, donc ce n'est pas que ça se passe ailleurs, qui a montré qu'on a quand même, jour d'aujourd'hui, dans les 3 dernières semaines de vie, 37% des patients qui ont un transfert entre la maison et l'hôpital. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut surtout pas le faire, ça veut dire qu'il faut voir s'il y a à certains moments des choses qu'on peut faire différemment. Voilà, ça c'était quelques-uns des enjeux. Et puis maintenant, je vais rentrer un petit peu dans le concret. Le concret, ben, ça signifie déjà, que finalement, si nous voulons prendre en charge les patients de la meilleure façon possible, je l'ai déjà dit plusieurs reprises, eh ben, il faut qu'on soit capable de dépister quel est le meilleur moment. Est-ce qu'il y a un moment finalement où on se dit, ben, tiens, ce patient-là, il a une maladie sévère, plusieurs maladies, il a un pronostic qui, à un moment ou à un autre, devient limité, où on sent que finalement la mort devient palpable. Et puis finalement, à quel moment est-ce qu'il pourrait bénéficier de soins palliatifs? Et quand je dis soins palliatifs, ce qui est important, c'est que je ne dis pas forcément d'aller dans une unité de soins palliatifs ou d'être suivi par une de nos consultations, mais c'est le moment où on doit prendre un peu de recul, se poser la question, est-ce que finalement les objectifs de soins sont toujours justes? Est-ce qu'ils correspondent finalement aux valeurs et aux besoins de mon patient? Et puis, est-ce que finalement, il y a d'autres choses que je dois mettre en place, moi, comme médecin, comme infirmière ou comme autre professionnel? C'est ce qu'on appelle plutôt les soins palliatifs de premier recours ou généraux, où on doit continuer à mettre autant d'énergie pour pouvoir les développer partout, à l'hôpital, à la maison ou en maison de retraite. Et j'ai remis finalement cette phrase qui vient d'un journal d'oncologie, mais qui est bien sûr valable pour toutes les autres pathologies. Et je pense que c'est d'autant fort pour moi que ce soit les oncologues qui le disent. Nous pensons que les soins palliatifs doivent être intégrés avec l'oncologie ou une autre discipline, en centrant la médecine autour des besoins des patients. Et ça, c'est vraiment ce sur quoi nous devons continuer à travailler. J'ai juste mis, c'est pas facile de dire juste c'est à un moment donné, donc on a quelquefois des outils avec lesquels nous travaillons dans les HUG depuis de nombreuses années, mais c'est aussi finalement de temps en temps prendre un peu de recul et de se dire, ben tiens, est-ce que je pourrais faire différemment avec ce patient? Et une fois qu'on l'a dépisté, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là où je pense que c'est important de penser un petit peu différemment et repris un article qui vient en fait d'un résumé que j'ai fait à Quadrimed cette année. Je remercie tous les collègues qui ont participé à cet article finalement, disant les soins palliatifs, c'est ne pas attendre la fin de vie. Et ça veut dire finalement qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner les patients face à leur propre finitude. Finalement, comment est-ce que nous, comme médecins, comme infirmières ou autres professionnels, on peut accompagner le patient pour que, comme j'ai mis là, il puisse rester sujet de sa vie, pour qu'il puisse finalement, jusqu'au dernier jour, décider de qu'est-ce qui est vraiment important pour lui et comment est-ce qu'on peut l'accompagner là-dedans. Et là, je regarde Lisa, avec laquelle on a beaucoup réfléchi à ce terme un peu complexe, mais qui vient de différents articles qui ont été publiés au cours des dernières années sur ce terme de maturation existentielle. C'est finalement de se dire, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons, entre guillemets, 100% de chances de mourir. Donc finalement, comment est-ce qu'on peut tenir compte de notre propre finitude et finalement d'envisager que le fait un jour nous allons mourir et que c'est un événement non traumatique. Bien sûr, c'est beaucoup plus, si je peux dire comme ça, facile à dire quand on a vécu déjà un certain nombre d'années, qu'on a l'impression qu'on a pu faire tout ce que nous souhaitions faire, que quand on est malheureusement atteint plus jeune d'une maladie grave. Mais ce qu'on peut bien sûr dire, c'est que finalement, pour arriver au terme de cette maturation, il faut du temps
Donc, il faut qu'on puisse dépister nos patients tôt et qu'on puisse les accompagner tous, encore une fois, pas que les palliativistes, tout au long de leur maladie, dans lequel le pronostic est évoqué, tout en, bien sûr, en respectant les espoirs du patient, parce qu'on le sait tous combien d'espoirs les patients peuvent avoir. Et puis, quelquefois, on sait aussi que ces espoirs peuvent nous sembler totalement irréalistes. Et ceci fait partie, finalement, du processus d'acceptation et de maturation. Et c'est cette route sur laquelle nous accompagnons nos patients au quotidien. Nous accompagnons nos patients en sachant que ce n'est pas une route droite, qu'il y a des virages, que peut-être à certains moments ils feront demi-tour, ils reviendront pas au point de départ, mais ils reviendront de nouveau là où on les a laissés quelques semaines en arrière. Et c'est finalement comment est-ce qu'on peut avancer avec ce patient. Et j'ai remis quelques-unes des questions relativement simples destinées aux médecins généralistes, mais qui peuvent finalement tous nous toucher, finalement quelques questions que nous pouvons poser à nos patients. Ces questions me font écho aujourd'hui parce qu'avec quelques-uns d'entre vous dans la salle aujourd'hui, nous avions une formation sur le leadership où nous avons appris à poser des questions à nos collègues, à nos collaborateurs et à ne pas parler pour eux et pas décider pour eux. Et finalement, c'est exactement ça. C'est finalement comment est-ce qu'on peut leur poser des questions et les accompagner sur cette route. Et ceci a été particulièrement bien expliqué dans cet article du New England d'année passée que je vous encourage vraiment à lire. C'est vraiment un article qui a marqué ma vision médicale finalement de comment est-ce qu'on peut faire ce cycle et accompagner nos patients tout du long, suivant là où ils en sont. Avec l'objectif toujours, bien sûr, qui est l'objectif que nous avons tous, c'est d'améliorer la qualité de vie de nos patients, de diminuer finalement leur stress psychologique et puis de favoriser la prise de décision. On aimerait vraiment qu'ils puissent finalement décider au mieux pour eux-mêmes. Et pour cela, bien sûr qu'on est quand même obligé d'anticiper un certain nombre de choses parce qu'on sait qu'on peut tout essayer de se dire « je vais y aller et on verra bien ce qui va se passer ». Mais quelquefois, quand on parle comme ça, finalement, les choses ne se passent pas aussi bien qu'on pourrait le souhaiter. Et je me permets de ressortir finalement ce dessin qui vient, entre autres, qui vient du MD Anderson au Texas, entre autres d'Eduardo Bruera, qui est pour moi finalement une des idoles, on va dire, des soins palliatifs, qui a vraiment développé les soins palliatifs à l'intérieur de l'oncologie et qui a quelquefois fait des dessins, je dirais, assez simples pour expliquer les choses aux différents collègues. Et finalement, sa façon d'expliquer les choses, c'est que finalement, on peut faire un chemin, aller décider qu'on allait traverser, entre autres, par exemple, le désert, vu que c'est le Texas, et que finalement, il y en a une voiture qui n'est pas très bien équipée, dans laquelle on n'a pas la climatisation, dans laquelle on n'a pas d'assurance, et puis que finalement, on va se retrouver sur un chemin avec une chaleur extrême, avec une route avec des trous à l'intérieur, avec peut-être un accident. Et que finalement, à ce moment-là, on va se dire qu'il y a des choses qui n'étaient pas bien préparées. Et que finalement, ça peut être la même chose pour la maladie, que finalement, il peut arriver aux patients un certain nombre de complications qui, finalement, si elles n'ont pas été anticipées, finalement, on ne pourra peut-être pas suivre exactement les désirs du patient et puis pas exactement répondre à ses besoins. Et que ceci fait que finalement, on essaye d'avoir une voiture qui est, si possible, en tout cas préparée le mieux possible pour le trajet qu'elle va suivre. On essaye aussi de faire en sorte qu'il puisse y avoir une assurance pour elle, qu'on puisse savoir finalement quel est le garagiste qu'on pourra appeler si tout d'un coup on tombe en panne, afin de pouvoir faire ce trajet qu'on sait qui sera sinueux, compliqué, peut-être chaud, mais dans les meilleures conditions possibles.
Et c'est exactement la même chose pour la maladie, que finalement, quand on arrive à dépister nos patients, anticiper les choses, et ben finalement, on essaye de les accompagner sur ce chemin quelquefois tortueux, le mieux possible, en sachant que quelquefois, ben, il y a des sorties de route, des retours en arrière. Mais en tout cas, on a mis tous les éléments qu'on pouvait pour essayer de faire en sorte que la route soit le mieux possible. Et ceci m'amène bien sûr à cette partie sur l'anticipation des soins. Finalement, ce PROSA, ce projet de soins anticipés, qui a été développé lors d'une des vagues Covid au sein des HUG, où on a mis de l'énergie pour notre dossier médical pour que celui-ci puisse contenir ces différents formats, des instructions médicales en cas d'urgence, finalement du moment qu'est-ce que je veux, jusqu'où je veux aller dans les processus de réanimation ou d'autres choses invasives, les directives anticipées et le fait que je transmette finalement à mon médecin ou à mes proches finalement ce que je souhaite vraiment et que ceci puisse être retranscrit. Nous avons encore du travail et nous devons penser aussi différemment, être plus créatifs, puisque je vous ai mis les chiffres du service de médecine palliative du nombre de patients qui ont rempli leurs directives anticipées. On reste encore dans des chiffres assez bas. Pour cela, nous devons continuer à travailler. Je salue tout le travail des différents collègues qui ont travaillé sur, malheureusement, le professeur Clavien, elle ne peut pas être là aujourd'hui, mais surtout ce travail qui a été fait sur l'application Accordons-nous, sur le jeu Anticipation, sur le fait de pouvoir aussi finalement accorder ces différents outils aux enfants, par exemple. Et là, nous avons encore du travail, même si ça fait, comme je vous l'ai dit, des années. Je vous rappelle que c'est depuis 1996 que la loi sur les directives anticipées existe à Genève. Ça fait déjà de nombreuses années que nous avons travaillé sur finalement, dans les unités de soins palliatifs, de voir comment est-ce qu'on pouvait finalement développer plus, mieux comprendre finalement quelles sont les attentes des patients. J'ai juste mis 2 études et juste un résultat qui me marque et que finalement je continue à garder, utiliser. C'est que finalement, dans cette étude prospective que nous avions faite dans les unités de soins palliatifs, nous avions pu montrer que finalement, quand les patients acceptaient de remplir leurs directives anticipées, et bien finalement, ils étaient moins, en tout cas lors de la 2e semaine d'hospitalisation, moins anxieux et moins déprimés, et ceci de façon significative. Alors bien sûr qu'il y a un énorme biais, puisque c'est probablement ces patients-là qui ont choisi d'aller jusque-là. Mais je crois que le message par ça, c'est vraiment de dire on ne fait pas de mal à demander nos patients d'essayer d'anticiper les choses. L'autre point, pratiquement, je vous ai déjà dit quelques mots par rapport à ça quand j'ai parlé des enjeux, c'est finalement il faut qu'on puisse adapter notre approche qui vient quand même à la base plus de l'oncologie aux différentes spécialités, aux différents patients. Et moi, j'ai beaucoup travaillé tout au cours de ces années sur les patients âgés, ces patients multimorbides. Et je crois que c'est important qu'on puisse se rappeler finalement combien c'est important qu'on puisse adapter nos soins à ces patients. J'ai repris le travail de thèse de Lisa Henge qui avait été interroger ces patients très âgés, reclus à domicile, et qui avait pu montrer que finalement, même ces patients-là, ils ont un certain nombre de besoins auxquels nous devons répondre. Nous devons trouver finalement comment est-ce qu'on peut aller à la maison et les soulager de la même façon. Et je salue tout le travail et de la consultation de soins palliatifs à domicile et de l'unité de gériatrie communautaire. Parce que ce qu'on veut vraiment pas, c'est ce qui m'avait conduit, je me rappelais même plus que j'avais fait ça il y a quelques années, d'écrire cette lettre finalement, « He is very old and he will die anyway ». C'était une situation clinique que j'avais vécue qui m'avait particulièrement énervée. Et nous devons encore continuer à mieux connaître les besoins des uns et des autres et continuer à plus travailler entre la gériatrie et les soins palliatifs afin finalement de déborder sur les 2 spécialités des 2 côtés.
Et le professeur Geismüller l'a dit, ça fait des années que ce soit au niveau de l'Association européenne de soins palliatifs ou de l'autre côté de l'Association européenne de gériatrie, j'essaye de conjuguer les deux et qu'on essaye finalement de mieux comprendre les uns et les autres et quelles sont les bonnes idées aussi, les bonnes pratiques des autres collègues que nous pouvons développer en Europe. Et je pense que pour ceci, notre prochaine étape est finalement, on a pu cette année publier des recommandations, ces white papers. Comment est-ce qu'on peut intégrer et l'approche palliative, gériatrique et de réadaptation pour les patients qui sont fragiles et leurs proches. Et je pense que ça, c'est vraiment notre travail de l'année 2026, d'arriver à intégrer ces différents domaines à l'intérieur finalement de la gériatrie et de la médecine palliative et de la réadaptation en Suisse. Je vous ai déjà parlé de la démence et que c'est vraiment une maladie, je dirais, différente, avec une évolution longue, avec un moment ou un autre où nous ne pouvons plus communiquer, plus nous exprimer, et que là aussi, nous devons arriver à nous adapter. Et clin d'œil à Gabrielle Gold, avec qui nous avons écrit différents articles finalement sur la prise en charge de ces patients. Je vais pas, malheureusement, j'ai pas le temps d'aller vers toutes ces maladies que nous devons intégrer, mais le travail qui est fait auprès du Centre de soins palliatifs et soins de support auprès de la cardiologie pour arriver à s'intégrer à l'intérieur des patients insuffisants cardiaques. Mais bien sûr aussi tout le travail qui est fait avec la neurologie, entre autres le CESLA depuis des années. Je n'ai pas mis la référence en entier, mais c'était dans les années 2000 que nous avions, avec Jean-Paul Janssen, retrouvé les besoins, ressorti les besoins des patients SLA. Et puis, il y a tout l'aspect de la pneumologie que j'ai déjà évoqué tout à l'heure et je peux que saluer cette collaboration de pouvoir prendre en charge les patients ensemble et de pouvoir vraiment les accompagner tout au long de ce chemin. Il faut qu'on puisse adapter nos outils et c'est vrai que on a quelquefois des outils d'évaluation des besoins des patients qui sont complexes et que ça c'était ma thèse de privat de sang, de montrer qu'on pouvait utiliser des outils quelquefois simples pour évaluer la douleur chez les patients qui ont des troubles cognitifs et qu'ils étaient capables de comprendre et d'utiliser ces outils. Et donc ça reste un travail important qui a finalement débouché sur des explications comment est-ce qu'on devait utiliser ces différents outils d'évaluation qui continuent à être utilisés dans les HUG pour l'ensemble des patients. Mais bien sûr, il n'y a pas que la douleur, il y a tous les autres symptômes, pas tant, mais on sait que nos patients, ils ont de nombreux besoins, de nombreux symptômes, et que ça fait depuis vraiment presque 20 ans que nous promouvons l'utilisation de l'outil de l'ESAS, que nous avons pu finalement, il y a quelques années seulement, valider en français avec les collègues romans. Mais c'était particulièrement important parce que déjà dans les années 2000, nous avions pu montrer que dans les unités de soins palliatifs, les médecins et les infirmières n'évaluaient pas les symptômes la même chose que nos patients et que c'était donc vraiment important de laisser la parole aux patients. Concrètement aussi, ce qu'on sait très bien, c'est que finalement, si nous voulons accompagner nos patients sur ce chemin, les aider peut-être à avoir cette maturation existentielle, nous ne pouvons pas rester médical ou médico-infirmiers, mais que nous devons être beaucoup plus larges. Et ça a vraiment été un point d'attention pour moi au sein du service de médecine palliative depuis des années, qu'on puisse développer des approches intégratives, qu'on puisse donner la chance aux patients finalement de s'exprimer de façon différente, mais aussi d'avoir des moments où il prend un peu de recul, où il peut avoir un moment juste pour lui. Nous avons pu même faire quelques études randomisées, ce qui est toujours un peu l'enjeu difficile avec ces approches intégratives.
mais montrer que nous pouvons finalement aider nos patients avec ces approches intégratives. Et c'est aussi un autre point dans ces approches qui est aussi quelque chose d'important, c'est le travail que pu effectuer avec Gora Darocha sur le fait de pouvoir laisser aux patients la possibilité de nous donner finalement les éléments, de nous dicter les éléments qui étaient importants de sa vie et de pouvoir finalement avoir un livre que nous pouvions remettre aux patients à la fin. Ceci a mené un certain nombre d'études, malheureusement la dernière un peu trop dans le Covid, mais ça montre quand même qu'on peut soutenir nos patients dans ce chemin. Et soutenir nos patients dans ce chemin, je suis aussi convaincue qu'on y arrive aussi avec d'autres moyens. Et je salue AFTPAL, qui est ce projet qui a été mené par Lisa sur le fait de pouvoir, et je remercie tout la culture HUG, tous les bénévoles et tous les art thérapeutes qui ont travaillé avec nous et la fondation privée qui nous a soutenus sur le fait de pouvoir amener un tableau à un patient qui puisse choisir finalement le tableau qui lui parle aujourd'hui, qui sera peut-être différent de demain et le suspendre dans sa chambre. Je pense que ça fait partie de toute cette route du patient où on l'accompagne. Aussi, bien sûr, ce qui est important, alors encore une fois, ce n'est peut-être pas une approche intégrative, mais c'est finalement d'avoir d'autres moyens. Et je peux bien sûr pas aujourd'hui ne pas parler du travail sur les cannabinoïdes, des études sur les cannabinoïdes qui ont été effectuées chez les patients avec des troubles du comportement atteints de démence sévère dans les EMS. Salut Federica et Barbara qui sont dans la salle. Sans vous, tout cela n'aurait pas été possible. Et surtout de faire une étude multicentrique dans 5 EMS. Sachez que chaque EMS est un centre de recherche. Malheureusement, on ne peut pas encore vous montrer les résultats définitifs, mais incessamment sous peu, la publication sera faite. Mais je pense que c'est aussi un excellent exemple de comment est-ce qu'on peut répondre le mieux possible aux besoins de nos patients. Finalement, je finirai encore avec 2 éléments rapidement. Un élément qui est important, c'est finalement la formation. C'est qu'on doit former nos collègues, l'ensemble des collègues, au fait d'accepter que peut-être à un moment ou un autre, l'inéductable va arriver. Et j'ai déjà montré il y a plusieurs fois ce fameux livre qui reste aussi pour moi quand même assez culte, d'Atul Gawande. J'ai traduit là en français le bout de texte. Nous sommes très compétents pour traiter des problèmes précis et isolés, un cancer du côlon, une hypertension artérielle, une arthrose du genou. Donnez-nous une maladie, nous saurons quoi faire, mais donnez-nous une femme âgée, souvent d'hypertension, de genoux arthritiques et de plusieurs autres affections. C'est ma fameuse Madame Daisy. Une femme âgée risquant de perdre la vie qu'elle aime et nous ne savons plus très bien quoi faire et bien souvent nous ne faisons qu'aggraver les choses. Alors je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont nettement améliorées au cours des dernières années, mais je pense quand même que finalement, il faut quelquefois aussi que nous puissions changer notre posture. Et j'ai bien aimé cette phrase, il n'y a pas de situation sans issue, mais des situations qui appellent une autre manière d'être. Et ça, je crois que j'espère que tous les collègues se retrouveront là-dedans. Effectivement, toujours été important pour moi, pour nous, de pouvoir intégrer finalement ce programme longitudinal de médecine palliative à l'intérieur de la faculté de médecine. C'est vrai qu'on est parti de loin et j'ai repris des articles qui avaient été publiés en 2008 sur finalement là où on était. On a vu qu'on n'en faisait vraiment pas assez et c'était trop tôt aussi dans les années cliniques. J'ai repris l'article de Christophe il y a des années, je ne me rappelais plus non plus, aussi sur les besoins aussi finalement des internes en formation sur la fin de vie. Mais un point qui est particulièrement important, et je salue la présence de GDS ici avec nous aujourd'hui, c'est que finalement, si on veut accompagner nos patients sur ce chemin, on ne peut pas le faire seul. On doit être interprofessionnel. Et ceci signifie aussi que nous devons travailler et apprendre ensemble
comment finalement, quel est le rôle des uns et des autres et comment ensemble nous pouvons nous soutenir mutuellement pour pouvoir accompagner nos patients. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et j'espère qu'on pourra encore continuer au cours des prochaines années. J'ai juste mis ici cette lune puisque c'est une discussion que nous avons eue l'année passée avec les étudiants de la faculté, les représentants des différentes années qui nous ont demandé d'avoir un fil rouge de notre programme longitudinal de médecine palliative. Alors on peut discuter, est-ce que c'est la lune qui croît et qui décroît, mais c'est juste que se rappeler que finalement tout au long des études, le fait de penser à l'inéluctable reste un point crucial. Il y a la formation prégraduée, mais il y a bien sûr aussi la formation post-graduée. Et je crois que grâce au programme cantonal de développement des soins palliatifs, au soutien de l'ECS du canton, nous avons pu développer un certain nombre de projets. La formation médicale des médecins qui a lieu aujourd'hui, qui est un point important, comment est-ce qu'on forme les médecins de premier recours, mais aussi les spécialistes finalement à cette approche palliative. Mais aussi toute cette formation de sensibilisation qui a lieu dans les différents lieux de soins et lieux de vie du canton à l'heure actuelle avec un e-learning et des ateliers. Sacré défi, mais nous y sommes arrivés et j'en profite pour remercier tous les collègues qui ont travaillé sur ce projet. Et donc, il y a plein d'autres professions où on sait que, par exemple, dans le cursus de médecine interne, il y a des éléments de médecine palliative, mais il faut aussi qu'on continue partout, en gériatrie aussi, bien sûr, mais qu'on continue partout, finalement, à pouvoir intégrer, finalement, des objectifs, des compétences de soins palliatifs. Et je finirai par la recherche quelques mots. Quelques mots, je crois que finalement, si on veut montrer que la médecine palliative peut aider nos patients à garder la meilleure qualité de vie possible, il faut qu'on puisse sortir la recherche clinique de l'hôpital. Et ça, je vous assure, pour avoir fait un certain nombre de protocoles, ça reste un défi. Ça reste un défi à domicile parce que il faut aller chez le patient qui nous ouvre la porte, avoir finalement, si ce n'est pas le bon jour, il faut revenir. Ça demande des moyens énormes. Et dans les EMS, je vous ai dit, chaque EMS inclus dans l'étude sur les cannabinoïdes était un centre. Donc, ils ont fait rapidement une étude multicentrique. Et je pense que nous devons vraiment arriver à continuer à développer la recherche clinique en EMS. Et c'est aussi je vous ai mis aussi une autre étude européenne à laquelle nous avons pu participer, inclure des EMS ici à Genève sur la formation. Mais là aussi, même si nous avions un certain nombre de moyens, quels enjeux de pouvoir s'intégrer à l'intérieur. Et ça, j'espère vraiment, et je sais que les EMS sont extrêmement demandeurs à ce qu'on puisse continuer. Et pour finir, il faut qu'on puisse aussi s'aider de nouvelles technologies pour mieux comprendre ce que nous ne savons pas et pour aussi mieux pouvoir collaborer avec nos patients. Alors, il y a des choses simples comme utiliser UGAT-Home pour la visioconférence et pouvoir suivre nos patients et voir comment est-ce qu'ils le vivent. Mais il y a aussi le fait de pouvoir dépister finalement les symptômes des patients qui ne peuvent plus communiquer avec nous. Nous avons fait ce travail avec des montres connectées il y a quelques années en arrière pour essayer de voir finalement si les différents paramètres permettaient de prédire la douleur des patients qui avaient des difficultés à communiquer. Mais nous devons aussi pouvoir mieux développer tout le monitoring de nos patients quand ils sont finalement sédatés ou endormis en fin de vie, afin de pouvoir mieux mesurer ce que nous sommes en train de faire. Et ceci m'amène à avant-dernier point qui est important pour moi, extrêmement important, c'est finalement cette étude qui a été écrite avec les collègues des neurosciences de l'EPFL, en particulier avec le professeur Olaf Planke, qui est finalement que cette fameuse maturation existentielle, qu'on puisse la mesurer finalement, qu'on puisse voir avec des méthodes expérimentales récentes, l'adapter finalement à nos patients tout au long de la maladie et voir finalement comment essayer de mesurer finalement cette maturation existentielle.
Ce projet, il est soumis à la fondation privée. Nous sommes en train de le soumettre au comité d'éthique et j'espère vraiment que nous pourrons le mener à bien parce que je pense que c'est l'avenir aussi. Comment est-ce que finalement, avec des méthodes plus expérimentales, on peut mieux comprendre les besoins de nos patients et adapter au mieux nos soins. Petit clin d'œil aussi aux différents collègues qui sont partis dans des pays qui ont finalement essayé d'inclure finalement la médecine palliative et la médecine dans la médecine humanitaire, particulièrement important bien sûr quand on a des patients qui souffrent, qu'on n'a pas toujours les bons moyens pour les soulager. Mais aussi un magnifique exemple en ce travail qui a été fait en Bosnie, finalement, de pouvoir intégrer ces soins palliatifs dans la médecine de premier recours et comment finalement, aujourd'hui, grâce à l'énergie, entre autres, de Sigiriya et Bisher, c'est devenu finalement presque partout, dans toutes les provinces de la Bosnie. Voilà, j'arrive au bout de cette présentation. Et j'espère que je vous ai montré qu'il y a un certain nombre de choses qui sont inéluctables en médecine. Que tout le monde, nous tous, nous attendent un certain nombre d'enjeux et que finalement, nous avons quand même des pistes concrètement. Comment est-ce que nous pouvons les développer? Et je termine, j'ai repris le schéma que j'avais fait l'autre jour, j'ai repris le schéma que finalement ma carrière, c'est aussi un long chemin. C'est un long chemin de toutes ces dernières années, avec toujours ma Madame Daisy en filigrane, parce que ça reste toujours mon point d'intérêt principal de voir comment est-ce qu'on arrive à accompagner ces patients âgés jusqu'au bout de leur vie. Je ne vais pas reprendre tous les noms aujourd'hui. Je ne suis pas sûre que j'ai vu non plus toutes les personnes qui sont là, mais j'ai vu en tout cas qu'il y a Yves Beyler, il y a tous mes collègues du DRG. Mais surtout, ce que j'aimerais, il y a le professeur Gold qui m'a accompagné pour mon privat de sang. Mais surtout, j'aimerais bien sûr profiter de ce moment pour remercier l'ensemble des collègues des HUG, mais aussi des EMS, des soins à domicile, des HEDS, qui m'ont accompagné sur toute cette route. Et bien sûr, l'ensemble de cette équipe super interprofessionnelle du service de médecine palliative dont je suis tellement fière de travailler avec vous. Et puis, bien sûr, je remets ma photo. Je ne peux pas m'empêcher, bien sûr, de remercier aussi ma famille. Ils ont malheureusement d'autres des empêchements d'être venus. Alain est là aujourd'hui, mais je redis encore une fois combien je suis fière de mes enfants et de mes petits-enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sophie pour ce tour d'horizon extraordinaire. C'est vraiment impressionnant de voir toutes les dimensions de ce travail, dans toutes ces collaborations, et je crois qu'elles sont très bien reflétées aujourd'hui dans l'audience. C'est vraiment un travail exemplaire d'interprofessionnalité, d'aborder des questions aussi bien techniques que éthiques, que médicales évidemment. Et je crois que c'est vraiment une très belle leçon pour nous toutes et tous. Tu parlais de l'inéluctable. Alors encore deux choses inéluctables. D'abord, le fameux cadeau des leçons inaugurales, un inéluctable vêtement un peu chaud au cas où tu déciderais, qui sait, d'aller passer les prochaines vacances à un endroit où il fait frais. C'est prévu. C'est prévu, magnifique. Et puis l'autre chose inéluctable, c'est de vous inviter toutes et tous à l'apéro et au verre de l'amitié qui va suivre. Merci à toutes et tous pour votre présence, pour vos collaborations avec Sophie et avec les soins palliatifs. Et puis bon apéro. Merci encore.